bienvenue à notre deuxième web conférence pour cette année. Avant de débuter, donc quelques informations. Le support vous sera transmis à la fin de l'événement, donc vous le recevrez par mail. Voilà, n'hésitez pas à poser également vos questions dans le chat. Vous avez la possibilité donc de pouvoir poser vos questions dans la conversation. On traitera donc les questions sur différents temps pendant l'événement. À noter toutefois que nous ne traiterons pas les questions de l'ordre de situation individuelle, puisque nous ne connaissons pas l'ensemble de l'environnement pour pouvoir vous apporter la réponse la plus adaptée. Dans ce cas, nous vous invitons à vous rapprocher de votre médecin traitant, ou alors vous pourrez toujours contacter Céline Candillier qui intervient ce matin. Vous bénéficierez de ses coordonnées pendant son intervention. Donc, si besoin, vous pouvez aussi la contacter à titre individuel. À noter également que l'événement d'aujourd'hui est enregistré, donc le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici la fin de semaine ou au plus tard en début de semaine prochaine, afin que vous puissiez revoir certains passages si besoin. Et n'hésitez pas aussi à envoyer ce lien à vos proches pour qu'ils puissent aussi bénéficier du replay s'ils le souhaitent. Je souhaite la bienvenue également à différentes structures de la région qui organisent des diffusions en collectif dans des salles. Nous vous invitons aussi à nous envoyer les listes d'émargement si vous le pouvez, afin de nous permettre de quantifier au mieux le nombre de personnes qui ont participé à cette webconférence. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre les éléments par mail. En complément de cet événement qui est aujourd'hui organisé en distanciel, sachez que Défi Autonomie Senior organise en présentiel, s'intitule Retraite et sentiments. Et donc, si vous le souhaitez, pour aller plus loin, vous pourrez participer à différents ateliers qui sont organisés en région pour bénéficier des informations sur l'organisation de cet atelier. Nous vous les transmettrons par mail à la fin de l'événement et vous pourrez donc vous préinscrire à l'atelier si vous le souhaitez. Mais vous pourrez aussi vous préinscrire sur notre site internet afin de manifester un intérêt à participer à cet atelier ou à d'autres ateliers en présentiel. Et donc, pour cela, vous bénéficierez aussi du lien d'accès aux préinscriptions dans le mail qui vous sera envoyé à la fin de l'événement. Alors, on va débuter. Donc, tout d'abord, Défi Autonomie Senior. Qui sommes-nous? Donc, nous sommes un groupement de coopération sociale et médico-sociale qui a été créé par les caisses de retraite de la région des Hauts-de-France, donc la CARSAT des Hauts-de-France, les caisses MSA Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Et nous avons également la GIRCARCO qui nous a rejoint en 2025. Nous bénéficions également du soutien financier d'autres caisses de retraite et de caisses de retraite complémentaires telles que la CAMIEG, la CNRACL, l'IRCANTEC ainsi que l'ENIM et ainsi que le soutien des 5 départements de la région des Hauts-de-France au travers des conférences des financeurs. Donc, notre groupement met en œuvre la politique qui est définie par une instance régionale de coordination du bien vieillir qui regroupe les caisses de retraite pour nous permettre de réaliser des actions collectives de prévention et d'éducation à la santé. Donc, notre mission au sein de Défi Autonomie Senior, c'est de déployer gratuitement, grâce au financement des caisses de retraite, des actions de prévention, d'éducation à la santé, du bien vieillir, et donc toute action qui vise à préserver l'autonomie des retraités et des futurs retraités de la région. Les actions sont ouvertes aux personnes de plus de 55 ans au sein des territoires en lien avec vos besoins. C'est pour cela que l'on vous invite à vous préinscrire aux thématiques qui vous intéressent afin de connaître vos besoins et de pouvoir vous proposer une offre adaptée. Notre offre donc s'adapte à vos besoins, que ce soit en présentiel ou en distanciel, au travers de webconférences telles que nous l'organisons ce matin. Nos actions collectives sont aussi organisées sous le format d'ateliers ou de conférences au sein des territoires et elles sont animées par des professionnels experts des thématiques, le tout dans une ambiance conviviale. Donc, pour retrouver les actions organisées près de chez vous et le planning des actions à venir sur le mois de mars, donc nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet www.défi-autonomie-senior.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter pour bénéficier chaque mois du calendrier des actions prévues ainsi que de l'ensemble des actualités que nous publions. Sur quelle thématique nous intervenons, que ce soit en présentiel ou en distanciel? Donc, nous intervenons sur le passage à la retraite,
sur le bien vieillir de façon générale. Nous vous accompagnons également à être plus autonome dans la maîtrise des outils numériques avec les ateliers autonomie numérique. Nous vous proposons aussi un atelier autour de la mobilité pour vous déplacer sereinement et revoir aussi pas mal de points sur la prévention routière. Nous intervenons également sur la stimulation des fonctions cognitives au travers de nos ateliers mémoire. Nous intervenons aussi sur la nutrition pour préserver votre équilibre alimentaire, mais aussi allier plaisir et équilibre, sur le bien-être, sur le sommeil, sur la prévention des chutes, sur l'activité physique adaptée, sur la prévention des conduites addictives, comme je l'ai dit, sur la vie affective et sexuelle au travers de notre atelier retraite et sentiments, qui permet de justement vous aider à participer à un épanouissement dans vos relations, que ce soit dans vos relations sentimentales, mais également dans vos relations amicales, pour vous aider également à renforcer votre confiance en soi. Et puis, on sait également qu'à la retraite, c'est une nouvelle vie de couple qui s'installe. Et donc, de nouvelles habitudes pour se redécouvrir l'un et l'autre. Et pour les personnes qui sont seules, une occasion aussi de faire de nouvelles rencontres, que ce soit amicales ou sentimentales. Donc, un atelier qui est organisé en 2 séances de 2 heures de façon hebdomadaire et qui vise aussi à favoriser l'échange, le partage avec l'ensemble des personnes présentes et bien évidemment également avec le professionnel qui anime cet atelier. Donc, les prochains ateliers retraite et sentiments, donc au mois de mars à Bray-sur-Somme dans la Somme, à Crécy-en-Ponthieu au mois de mai dans la Somme également, à Lille au mois de mai et à Gauchy dans l'Aisne au mois de mai également. Donc, vous aurez toutes les informations aussi dans le mail qui vous sera envoyé à la fin de l'événement. Nous organisons donc chaque année, chaque trimestre, une webconférence sur un sujet dédié. Donc, vous pouvez aussi visionner l'ensemble des sujets qui ont déjà été traités en amont au travers de notre chaîne YouTube. Et pour connaître les prochaines webconférences à venir cette année, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. Si besoin, donc n'hésitez pas également à nous contacter par mail à l'adresse contact@defi-autonomie-senior.fr. Je remercie Céline Candillier pour son intervention de ce matin, donc, qui est médecin psychiatre et sexologue et qui va donc intervenir sur le sujet de la vie affective et du lien social après 55 ans. Merci, bonne webconférence à toutes et tous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Céline Candillier, comme c'est écrit, hein, je suis médecin psychiatre, médecin sexologue, et je suis aussi cofondatrice d'Always Valentine et aussi d'Androact. Donc, je pense que si on peut passer la slide suivante, comme ça, je parlerai effectivement de ce qu'est Always Valentine. Hein. Always Valentine, déjà, je vous ai expliqué pourquoi je l'ai créé. En fait, moi, je m'occupe plus particulièrement de seniors que je reçois encore aujourd'hui au cabinet. Hein. Je suis basée à Lyon. Et en fait, ces patients me parlaient de la difficulté d'avoir un professionnel qui pouvait parler de la vie affective, de la vie amoureuse et de la vie intime et sexuelle. Très souvent, quand je leur posais la question, effectivement, de savoir si leur médecin traitant leur en parlait, la réponse était plutôt négative. Donc, c'est comme ça qu'on a créé Always Valentine qui a plusieurs parties. Il y a une partie qui est effectivement dédiée, enfin, spécifique aux seniors, qui est en accès libre. Hein. Il suffit juste d'avoir son adresse mail et toute une partie d'information et d'éducation qui est accessible gratuitement, la possibilité aussi de pouvoir faire partie d'un groupe, le groupe des Valentins ou des Valentines, pour pouvoir partager entre seniors en fait les questions qu'on peut avoir ou lire nos articles, pouvoir rebondir sur nos articles. Et puis après, il y a d'autres choses aussi hein, qui sont notamment des accompagnements via des parcours vidéo sur ces sujets de rencontres amoureuses, amicales ou de reprise de rencontres après le veuvage, hein, tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis prochainement, en fait, début mars, va avoir notre outil d'accompagnement à la rencontre amicale et amoureuse, hein, qui est différent de ce qui existe aujourd'hui dans les applications de rencontre, parce que l'idée, c'est de pouvoir très rapidement rencontrer dans un périmètre qui nous convient des seniors, soit pour une rencontre amicale, soit pour une rencontre amoureuse, soit pour les deux si on n'a pas trop d'idées, hein, dans des milieux en fait qui sont sécurisés, avec des intervenants souvent Always Valentine qui vont organiser en fait des activités. Ces intervenants sont des ambassadeurs en fait qui ont été des ambassadeurs seniors hein, qui ont été formés par Always Valentine.
Et pourquoi on fait tout ça? Ben, parce que on souhaite lutter contre l'agisme, hein. L'agisme, c'est effectivement quelque chose qui est important aujourd'hui et en fait, la société met en avant le fait d'être jeune, encore plus dans ce qui est la question de la vie amoureuse et de la vie intime, alors que on le sait et on le verra, hein, l'importance de la santé intime et l'importance de la vie affective sur la santé globale, hein. D'ailleurs, l'OMS le reconnaît, la santé sexuelle fait partie de la définition de la santé globale. De la même façon, l'Ouest Valentine est labellisé par la Charte de santé sexuelle de l'UNESCO parce que toutes les études le montrent aujourd'hui de plus en plus, hein, l'impact, et on sait, hein, d'une vie relationnelle de qualité, qu'elle soit, on va l'appeler vie relationnelle affective, hein, qu'elle soit amicale ou amoureuse. Bien sûr, et on le verra, il y a aussi la famille qui compte, mais on ne peut pas tout miser non plus sur la famille. Et donc, il faut pouvoir continuer à avoir des relations diverses et variées. Alors, je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je suis désolée, hein, on va dire slide suivante parce que je ne peux pas avoir accès pour des raisons techniques au PowerPoint, donc je suis obligée de dire ça à chaque fois et je m'en excuse, mais on va devoir faire comme ça. Donc, pour le sommaire, on va avoir une introduction où on parlera notamment d'une citation et puis un peu de ce qui est voilà, des chiffres en fait qui aujourd'hui sont importants autour de pourquoi la vie amoureuse, la vie intime, la vie amicale est importante. Ensuite, on parlera plus sur solitude et isolement, puisque ce sont deux choses différentes, hein. On peut décider et avoir une solitude choisie, on le verra, et subir un isolement, c'est pas la même chose. On verra aussi les évolutions affectives avec l'âge et les points importants de transition de vie qui arrivent après 55 ans, hein, que peuvent être la retraite, mais il n'y a pas que ça, et ce sera important qu'on puisse en parler. On parlera plus spécifiquement aussi de la vie intime et donc de la modification à la fois physiologique et corporelle, mais aussi des modifications, alors j'en parle un peu avant, un peu après, mais qui peuvent intervenir dans comment effectivement j'entretiens ma relation de couple lorsque mon couple vieillit et lorsqu'on arrive peut-être au moment de la retraite à vivre à deux ensemble au même moment, hein. Donc ça, c'est des choses qui sont différentes. Et puis après, je vous donnerai quelques conseils pratiques. Euh, j'ai deux thématiques que j'aime bien aborder et qui sont abordées, qui pour moi sont importantes, qu'on verra ce que j'appelle spécificité senior, hein, qui sont les infections sexuellement transmissibles, parce qu'aujourd'hui on verra qu'il y a une recrudescence autour des infections sexuellement transmissibles et aussi des violences conjugales. Et puis on finira par la conclusion. Ce qu'on a prévu avec ma co-animatrice, c'est que entre chaque section, il puisse y avoir les questions, ou si vous souhaitez des questions particulières. Et puis après, on aura aussi un temps en fin de conférence pour pouvoir répondre à vos questions. Merci. Bon, on peut passer à la slide suivante. Donc, je vous ai mis une citation d'Albert Camus. Alors, vieillir, c'est passer de la passion à la compassion. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Et avant de dire pourquoi j'ai mis ça, je vais quand même préciser que là, le terme compassion, il est dans le sens premier, hein. Le sens premier de compassion, c'est ressentir avec l'autre, c'est être en lien avec l'autre dans une certaine intimité émotionnelle et communicationnelle, et c'est vraiment ça. Et c'est vrai qu'avec l'âge, ben, il y a une transformation de l'amour. C'est-à-dire que il faut arrêter de dire, et souvent c'est ce que je dis à mes patients, hein, c'est le désir, il ne meurt pas, le besoin de l'autre, il ne meurt pas non plus. On peut décider effectivement volontairement, et ça je le dis tout de suite en introduction, on peut décider volontairement pour X ou Y raison de ne plus avoir de relation amoureuse. Mais pour ce faire, on va continuer à avoir quand même des relations amicales, les relations avec la famille, et c'est important, effectivement. Et donc, ce désir de lien, en fait, hein, un lien affectif, qui soit amical ou amoureux, il persiste tout au long de la vie, alors que la société, aujourd'hui, et notamment pour le lien amoureux, hein, fait semblant que ça n'existe pas ou que ça ne devrait pas exister, parce qu'il y a ce tabou de l'agisme, hein, du corps vieillissant et de la possibilité de continuer à être amoureux ou amoureuse quand on est plus âgé. J'ai toujours, quand mes patients me le demandent, l'idée de leur dire que qu'on ait 20 ans, 30 ans, 50 ans, 80 ans, les patients que je vois et qui me disent qu'ils sont amoureux, dans leurs yeux, en fait, il y a le même regard en fait qui se met en place, et c'est ça qui est important, hein. Alors, on va passer peut-être à la slide suivante.
Pourquoi on aborde ce sujet aujourd'hui? Ben parce que à 55 ans aujourd'hui, ben, ce qui a quand même changé par rapport à de nombreuses années, c'est qu'on a encore 25 ou 30 ans de vie derrière. Donc en fait, c'est-à-dire quasiment un tiers de sa vie. Et on sait bien, quand on est plus jeune, bah, l'importance des relations affectives. Et cette importance, elle se poursuit même si on vieillit, hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est à tenir. C'est aujourd'hui, effectivement, il y a 40, 50 ans, quand on avait effectivement 55, 60 ans, l'espérance de vie était moindre. Aujourd'hui, l'espérance de vie est de plus en plus grande. Et donc, il faut pouvoir continuer à avoir des relations toujours et ne pas hésiter, hein. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a un chiffre quand même qui est important, hein, 530 000 seniors en isolement total en France. Et c'est un enjeu de santé publique, on le verra, hein, on verra combien en fait ce silence, il coûte, hein, tous les jours aux gens qui sont isolés et comment ça les met en difficulté, comment ça a un impact en fait sur leur santé globale et donc comment ça a un impact sur la santé globale en général. Tout ça pourquoi? Ce que je disais, hein, tout ça parce que ben il reste un tabou persistant. Être amoureux quand on est âgé, bah, c'est pas forcément facile de le dire. C'est pas forcément facile de le dire à sa famille, c'est pas forcément facile de le dire à ses amis, c'est pas forcément facile de le dire, à son médecin. Donc il y a vraiment ça qui est tout un enjeu et la conférence et les ateliers dont on vous a présenté, c'est vraiment ça pouvoir l'idée, hein, c'est de pouvoir dire: «Bah, oui, moi je suis alors, je vais dire âgé ou je suis vieux ou je suis, senior ou je suis» chacun mettra le terme qu'il souhaite, hein. Il y a vraiment, pas de terme particulier à mettre. Moi, spontanément, j'emploie, et je vous le dis là, souvent le terme senior parce que comme ça, on se dit, ben, j'ai choisi un terme, j'emploie le terme senior, mais on s'appelle et on se nomme comme on souhaite, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que, ben, en tant que senior, pouvoir parler de vie intime, ça reste compliqué dans les différentes sphères en fait de notre vie affective. On peut passer à la slide suivante si vous voulez. Alors, on va parler effectivement de la solitude et de l'isolement, parce que c'est vraiment ça qui est important. Et la première slide qui est importante et que moi j'aimerais effectivement faire, sur laquelle j'aimerais faire la différence, c'est la différence entre la solitude et l'isolement. Parce on peut décider effectivement d'avoir une solitude pendant un certain temps, une solitude par moment dans sa vie, et c'est nécessaire. Et c'est un choix qu'on fait positivement. C'est-à-dire que ben moi, je peux décider effectivement de ne pas avoir de relation amoureuse pendant, et ça arrive à tout le monde, hein, pendant quelque temps parce que je ne souhaite pas avoir de compagnon ou de compagne, et parce que je me sens bien avec moi-même et je me sens apaisée. Et c'est comme ça que je me sens libre et que j'ai les capacités de me ressourcer. Et puis peut-être un moment viendra ou viendra pas, hein, l'idée ou le désir et le sentiment de pouvoir bah, de nouveau être avec quelqu'un. Et ça, c'est aussi un choix positif, hein. Et on est pareil, en fait, quel que soit notre âge, hein, c'est-à-dire que notre désir d'être dans une relation amoureuse, eh ben, il varie et il fluctue tout au long de notre vie. Et des fois, on a plus envie, et des fois, on a moins envie. Et ça, c'est propre à chacun, hein, c'est vraiment important. Et c'est la différence, en fait, cette solitude qui est un choix positif, hein, c'est bien mis en vert là, avec l'isolement. L'isolement, c'est quelque chose qu'on ne choisit pas, c'est-à-dire qu'on se retrouve effectivement seul avec une incapacité à avoir des relations avec les autres pour diverses raisons, hein. On verra qu'il y a différentes causes d'isolement un peu plus tard qui existent, mais ça a un impact effectivement négatif. C'est-à-dire, j'aurais envie de pouvoir avoir des relations amoureuses, amicales, et ben, pour X ou Y raison, je ne suis pas en capacité de pouvoir en avoir et ça me fait souffrir. Vous voyez, la différence, c'est est-ce qu'il y a une souffrance ou pas? S'il n'y a pas de souffrance et si c'est un choix, et ben effectivement, c'est quelque chose de positif et ça s'appelle la solitude. Si c'est subi et qu'en fait, on souhaiterait pouvoir effectivement avoir des relations, là, c'est de l'isolement et ça a un impact très négatif sur la santé physique et mentale, hein. Pour rappel, 350 000 personnes en mort sociale, en situation de mort sociale en France. C'est notamment dans la dernière étude des petits frères des pauvres. Alors, on peut passer à la slide suivante, hein. Vous voyez, on a 2 millions de personnes isolées en France. On en a 300 000 qui sortent quasiment jamais de chez eux. Et surtout, ce qui est important et les choses qui sont importantes à dire aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il y a 50%
des personnes en situation de veuvage qui se sentent seules au quotidien. On insistera quand même après, un peu plus tard, sur cette situation particulière qu'est le veuvage, parce que c'est vécu différemment dans notre société, hein. Le fait d'être veuf ou veuve, en fait, ça n'a pas le même impact en fait vis-à-vis des enfants ou vis-à-vis même de ses amis et dans l'idée pour l'entourage, hein, de se dire ah ben je vais quand même me mettre à rencontrer quelqu'un parce que très vite il y a la culpabilité qui arrive, il y a le fait bon je spoil un peu ce que je vais dire après, hein, mais que parfois certains vous disent ah mais c'est trop tôt pour rencontrer quelqu'un ou mais tu vas pourquoi tu veux le remplacer, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce que j'explique souvent et ce qu'on réexpliquera là, hein, c'est que dans notre cœur, en fait, on a de la place pour aimer plusieurs personnes et donc on peut aimer son défunt ou sa défunte conjoint ou conjointe et aimer une nouvelle personne puisque ce sont deux histoires différentes et personne ne prend la place de l'autre. On peut passer à la suite. Alors, je vois qu'il y a Christian qui a levé la main. Mais alors, si vous voulez bien, Christian, on finit la section 2 et après, on prend, c'est ce qu'on s'était dit, hein, on prend les questions avant de passer à la section 3, hein, et ça permet effectivement de pouvoir finir cette partie-là. Donc, les 7 causes principales de l'isolement durant le vieillissement, on l'a dit, hein, la perte du conjoint, hein, c'est-à-dire que le veuvage, c'est quand même un facteur important. On verra comment il y a dans ce deuil, effectivement, différentes parties et comment la reconstruction, elle est plus ou moins facile. Il n'y a pas de règle, hein, ça, c'est une chose que je vais répéter. Je l'ai dit déjà cette fois-ci, mais je la redirai plusieurs fois. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que, en fait, pour certaines personnes, la période de veuvage va durer quelques mois. Pour quelques-uns, ça va être quelques années. Pour d'autres, ça va être plusieurs dizaines d'années ou des dizaines d'années. Il n'y a pas de règle. C'est une souffrance qui est tellement importante et tellement propre à chacun qu'il faut vraiment faire attention sur le fait que on n'a pas à dire quoi que ce soit sur quelqu'un qui avance dans son veuvage et décide ou pas à tel ou à tel moment en fait de reprendre ou pas une relation. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi l'éloignement géographique des enfants. Aujourd'hui, on sait que plus les enfants sont loin et plus c'est compliqué effectivement parce que malgré tout, les enfants, ça reste quand même une source, hein, une source importante, hein. Quand je dis les enfants, c'est aussi la famille, mais en vieillissant, on a de plus en plus, surtout les enfants, hein, ça reste une source d'amour. Et comme je vous avais dit, hein, l'amour qui nous permet de vieillir correctement, même, on va dire bien vieillir, même si je préfère le titre vieillir bien. C'est l'amour familial. Donc l'amour familial, c'est l'amour de la famille et notamment des enfants. L'amour amical, l'amour de ses amis. Et l'amour amoureux, l'amour de son amoureux, de son amoureuse ou de son conjoint ou de sa conjointe. Et puis en fonction des moments de vie, on aura de l'amour qui viendra uniquement de sa famille. On viendra de l'amour qui viendra de sa famille et de ses amis, ou de ses amis et de son conjoint ou de sa conjointe. Et ça fluctue tout le temps. Mais c'est vrai que effectivement, quand les enfants sont loin, c'est une source en tout cas d'amour qui est plus compliquée à mettre en œuvre. Il y a la retraite, hein, avant de parler de la perte d'autonomie physique, j'ai vraiment envie de dire que le moment de la retraite, c'est un moment important où il y a à reconstruire, hein, à reconstruire quelque chose. Et bien souvent, ce que je dis, c'est que aujourd'hui, et grâce à plein d'organismes, hein, il y a des choses qui sont préparées autour de l'arrivée à la retraite, de quelles activités je vais pouvoir mettre en œuvre, quelles activités je ne vais pas mettre en œuvre, qu'est-ce qui me ferait plaisir, comment je ferai. Et peu de fois, et je suis contente que ça on le fasse aujourd'hui, on se dit: «Mais comment va évoluer mon couple?» Peut-être déjà on sera à la retraite en même temps, peut-être on ne sera pas à la retraite en même temps et donc ça va redynamiser en fait, rebattre toutes les cartes de notre relation. C'est-à-dire que, s'il y en a un qui travaille et que l'autre est à la retraite, l'autre va probablement vouloir commencer à faire certaines activités. Comment on organise, mais comment on recrée un équilibre au sein de notre couple? Si on est tous les 2 à la retraite, peut-être si on n'en a pas parlé avant, chacun aura envie d'avoir des activités différentes. Moi, je peux être quelqu'un de plutôt, casanier et j'aurais plutôt, par exemple, envie de garder mes petits-enfants, faire, des activités locales et puis, moi, en fait, j'aurais envie de voyager et d'être le moins possible chez moi
et comment on va discuter de ça pour trouver un équilibre qui soit acceptable pour les deux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les divorces gris, c'est-à-dire les divorces à partir de 50-55 ans et encore plus à la retraite, ils sont multipliés par 3 en 30 ans. On voit bien qu'effectivement, le fait de ne pas avoir préparé ça, de se retrouver ben, en couple sans avoir préparé affectivement en fait cette transition, ça amène souvent, beaucoup plus souvent qu'avant, en tout cas j'ai envie de dire, à cette séparation. La précarité économique, bien sûr, c'est une cause importante d'isolement, le fait d'avoir peu de revenus et souvent, malheureusement, aujourd'hui, c'est davantage les femmes que les hommes, notamment du fait d'une carrière tronquée, de divorces qui sont de plus ou de séparations de plus en plus importantes avec les femmes qui s'occupent davantage, en fait, qui ont davantage la garde des enfants et qui ont donc moins de possibilité de reconstruire leur vie, parce que c'est aussi ça, c'est plus simple effectivement de pouvoir vivre à deux économiquement que vivre seul aujourd'hui. Ensuite se passe euh, la santé mentale. La question de la santé mentale, c'est important. Comme je vous le disais, il y a le tabou effectivement du vieillissement dans la société. Donc, comme c'est effectivement, c'est vu négativement de vieillir encore aujourd'hui, bien souvent, je vieillis, mon corps vieillit, et si j'ai pas appris à accepter ce vieillissement et l'accepter et donc pouvoir m'y adapter, parce que c'est vraiment ça qui est important, si j'ai pas ces capacités à faire ça, je peux être en difficulté avec ce vieillissement, je peux ne pas forcément être à l'aise avec mon corps, et si je suis pas à l'aise avec mon corps, je vais perdre de l'estime de moi, l'estime de soi, c'est-à-dire que la façon dont je me perçois, puisque je vais avoir moins confiance en soi. La confiance en soi, elle est liée effectivement aux capacités qu'on peut avoir chacun. Et donc, si j'ai moins de capacités, j'ai l'impression d'avoir moins de capacités, et ou en tout cas, j'ai pas su m'adapter aux modifications de mon corps, et donc j'ai l'impression d'avoir moins de capacités, j'aurai moins de confiance en soi, moins d'estime de soi et moins de confiance en soi, en ayant moins d'amour de soi, et moins d'amour de soi étant le lit de la dépression. Il y a aussi, et ça, la fracture numérique et la désertification territoriale, le fait d'avoir moins d'acteurs vers lesquels se tourner quand je suis en difficulté et quand je peux échanger, ça entraîne forcément effectivement un isolement plus important. Euh, Heureusement, il existe de plus en plus pour la fracture numérique des ateliers d'accompagnement pour aider à mieux gérer en fait l'outil informatique qui est de plus en plus important. Et puis le facteur aggravant de tout ça, c'est ce que je vous disais, l'état de l'intimité de la rencontre. Je ne peux pas en parler, je ne sais pas qui en parler, je ne sais pas comment faire, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, et tout ça, ça aggrave encore cet isolement. On peut passer, si vous voulez, à la slide suivante pour voir l'impact, parce que je vous parle de tout ça, je vous parle c'est pourquoi j'insiste sur l'impact de l'isolement, c'est, vous voyez, tout l'impact que ça a sur la santé physique et la santé mentale. On a parlé de dépression, d'anxiété, je peux y ajouter les troubles du sommeil. On sait qu'aujourd'hui, certaines études montrent que d'avoir moins de liens sociaux et affectifs, ça entraîne en fait possiblement le fait d'avoir un déclin cognitif accéléré et des troubles neurocognitifs de type maladie d'Alzheimer plus rapidement. Le risque de suicide qui est quand même beaucoup plus important chez les 75 ans et plus dès qu'ils sont isolés, et encore plus chez les hommes que chez les femmes. Et puis aussi sur la santé physique, qu'on voyait 30% de risque cardiovasculaire en plus, moins un système immunitaire qui peut être affaibli. On sait que d'avoir des relations intimes, ça a un impact en fait sur le système immunitaire. Le risque d'AVC, donc d'accident vasculaire cérébral qui est augmenté. Le fait d'avoir des douleurs chroniques amplifiées. Alors comment ça se passe? C'est le fait que quand je suis en relation avec des personnes, que ce soit sur un lien amical ou un lien amoureux, il y a des endorphines, mon corps crée et produit des endorphines, et ces endorphines, elles ont une action sur les douleurs pour diminuer effectivement ces douleurs. Et enfin,
quand je parle de mortalité comparable, il faut savoir que l'isolement affectif aujourd'hui, ben, c'est comparable effectivement à fumer 15 cigarettes par jour, hein. C'est les dernières études qui nous montrent ça, donc c'est un impact non négligeable. Je pense que ça doit être la fin de la première partie, si je ne me trompe pas, et je pense que s'il y a des questions, on pourra y répondre. Merci pour cette première partie. Alors, il ne me semble pas avoir vu de questions. On va attendre une petite minute au cas Oui, où oui, pas de il y a souci. une question qui arrive. Alors, certaines personnes disent qu'elles n'ont pas de son, donc on vous invite à vous déconnecter, à vous reconnecter pour essayer de pallier à ce souci technique. Visiblement, il n'y a pas de questions. Dans tous les Eh cas, ben, s'il y en a qui arrivent, on les prendra pour la oui, prochaine session de questions. Je vous laisse continuer, allons-y. merci. Allez-y. Eh ben, on va continuer avec l'évolution affective avec l'âge et les divers profils relationnels après 55 ans, hein, parce que euh, très souvent, on imagine qu'en vieillissant, ben, en tout cas dans la tête des plus jeunes, on est en couple, mais en fait, il y a plein d'autres circonstances, hein, vous voyez bien. On l'a dit en premier, on peut être seul par choix, hein. Et dans ce cas-là, si seul par choix, ben mon défi, mais c'est de maintenir un réseau social riche. Mais là, si j'ai fait si j'ai pris cette décision, souvent, je l'ai pris en pleine conscience et je sais que je suis assez bien avec moi-même et que je serai en capacité d'aller vers les autres, hein. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien et c'est en opposition à seul par circonstance où là, le fait de maintenir un réseau social riche, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Si on est séparé, si on est veuf, si on a un éloignement familial, si on a un éloignement de ses amis aussi pour X ou Y raison, si on commence à, par exemple, perdre de l'autonomie et qu'on décide ben, de vivre dans une résidence autonomie et donc de se mettre à distance peut-être de son lieu de vie initial où on avait effectivement l'habitude d'avoir une vie. Enfin, tout ça, c'est des moments qui sont à risque, hein, et où il faut pouvoir ben, réfléchir être accompagné peut-être pour savoir comment faire pour continuer à avoir des relations. Il y a le fait d'être en couple stable, hein, ce qu'on disait, c'est-à-dire que comment dans mon couple arrivant à la retraite, je vais réinventer, maintenir en fait une relation satisfaisante pour nous deux, éviter la routine et l'éloignement parce que c'est celui-là qui va amener effectivement au divorce. Et puis, il y en a qui rencontrent aussi, et heureusement, hein, moi j'ai plein de patients qui, à cet âge-là, commencent à rencontrer de nouvelles personnes et sont heureux. Et c'est tout à fait possible d'entrer dans une nouvelle relation. Encore faut-il, ben, pour cela, être suffisamment bien avec soi-même, hein, savoir effectivement ce qu'on souhaite ou ce qu'on ne souhaite pas dans une relation et pouvoir le communiquer à l'autre pour être dans une relation épanouissante. Il y a souvent cette question et qui me revient, c'est pour ça que je me permets d'en parler, c'est est-ce qu'on vit ensemble ou pas ensemble? Et on n'est pas obligé du tout de vivre ensemble, même si ce qui revient le plus souvent, moi, de mon expérience, c'est que les hommes sont plus demandeurs que les femmes dans une nouvelle relation de vivre plus rapidement, en tout cas en couple sous le même toit. Il faut pas et c'est pour ça que je dis ça, parce qu'il ne faut pas accepter pour faire plaisir à l'autre, hein. Le choix de vivre, dans une nouvelle relation, c'est le choix on fait ce choix en étant aligné avec soi-même et on décide effectivement ce qu'on souhaite ou ce qu'on ne souhaite pas, en fait, dans cette nouvelle relation. On peut passer à l'autre slide, s'il vous plaît. Ce qui change et ce qui reste. Alors, on va se dire qu'effectivement, très souvent avant 55 ans et même plus jeune, hein, la relation, elle est basée sur une passion intense, un coup de foudre, c'est-à-dire que ben, là, on rencontre quelqu'un et puis on s'anime beaucoup. Les hormones dans notre corps, enfin dans notre cerveau, entraînent une décharge et puis on est plus dans la construction ensemble en fait de notre vie avec des projets souvent à long terme, hein, des enfants, une maison, on a des amis, on peut avoir, on sent encore ben,
on va dire, bien dans son corps parce que ben, on est jeune et on correspond à ce que la société nous demande, même si je suis un peu réservée avec ça parce que la société, elle nous demande de ressembler essentiellement à des mannequins à des mannequins. Et si on écoutait effectivement le marketing, aujourd'hui, il y a peu de gens qui auraient des relations amoureuses ou amicales, en tout cas surtout amoureuse. Et puis on peut avoir une vie. Alors, j'ai mis une vie sexuelle fréquente, mais une vie sexuelle, comme on le verra, qui peut être fréquente, mais qui est souvent euh, très en lien avec ce que la société nous demande, hein, c'est-à-dire avoir une sexualité dans la performance, ce qui changera, et heureusement, ce qui peut changer effectivement après 55 ans, ou si on a fait ce travail, parce qu'il y a ce travail à faire, hein, je le dis, il y a ce travail d'acceptation des modifications de son corps, et quand j'accepte, eh ben, je peux m'adapter, et quand je m'adapte, eh ben, ça veut dire que je suis bien avec moi-même, hein, c'est-à-dire que peut-être que je suis j'ai moins d'énergie pour faire ceci, ou j'ai moins envie dans une relation de faire cela, ou ben, mon corps fait moins vite les choses. Et si j'accepte tout cela, eh ben, je peux continuer à avoir des relations qui sont satisfaisantes. Et puis, on passera plus effectivement à quelque chose de l'ordre de la performance, à quelque chose qui peut être plus en lien avec soi-même. On le voit notamment effectivement dans le désir et dans ce qu'on peut entendre chez les patients qu'on peut voir ou chez Always Valentine, hein, le fait que bah, la tendresse, la complicité, l'attachement prennent une place plus importante en fait dans la relation ou dans une nouvelle relation en vieillissant. Alors, je fais toujours une aparté, hein, je dis toujours, on a bien le droit d'avoir des relations amoureuses d'un soir si on le souhaite, quel que soit son âge. Mais en général, voilà ce qui se passe hein, quand on vieillit, avec une intimité qui sera aussi redéfinie, surtout si on arrive à se débarrasser, on le verra, hein, des injonctions sociétales de comment doit être une relation intime et sexuelle. Hein, et surtout, quand vous voyez, j'emploie le terme relation parce que ce qui est important dans relation intime et sexuelle, c'est relation et c'est encore plus important en fait en vieillissant. Sur le réseau social, quand on est plus jeune, on a tendance à avoir effectivement plein d'amis et peut-être que ce cercle va se restreindre, mais peut-être qu'en vieillissant, les gens qui resteront autour de nous sont les gens qui seront, voilà, avec lesquels on aura le plus envie d'être en relation. Donc ça, c'est quelque chose aussi d'important à noter. Puis il faut accepter, hein, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, en fait, notre corps vieillit. On sait, hein, les études le montrent qu'il y a une dissociation entre l'âge qu'on pense avoir dans sa tête et l'âge que notre corps a réellement. Hein, et ce corps, ben, il vieillit. Il vieillit, donc il ralentit, son métabolisme est plus lent. En fait, ça, c'est des choses, c'est physiologique, hein, personne ne peut rien. On peut bien sûr, avec nos habitudes de vie, conserver le corps dans la meilleure santé possible, mais malgré tout, il va quand même vieillir. Et même si on pense avoir 40 ans dans sa tête, ben, on a peut-être 55 ans et on sait qu'à 80 ans, on pense avoir 65 ans, 70 ans. Enfin, voilà, cette dissociation, elle est là. Seulement, il faut accepter que, ben, que ce corps, il aille moins longtemps, que ses réactions, et on le verra notamment dans les relations intimes, elles sont modifiées et il faut faire avec pour pouvoir effectivement retrouver des relations satisfaisantes. Je pense qu'on peut passer à la suivante. Voilà. Hein, les amitiés et la famille, avec des choses aussi qui évoluent. On a parlé de l'évolution effectivement dans le couple et donc des relations amoureuses ou intimes, mais ça se modifie aussi après 55 ans. Hein. Et c'est important, hein, il faut cultiver activement ces liens et oser en créer de nouveaux. La curiosité, c'est quelque chose qui laisse dans une bonne santé mentale. La curiosité, c'est-à-dire la curiosité d'aller vers de nouvelles activités que je n'ai jamais testées, aller à la rencontre de nouvelles personnes que je n'ai jamais vues, c'est quelque chose qui est fondamental en fait pour lutter contre les pathologies de santé mentale. Et c'est vraiment cette curiosité qui va m'amener tout au long de ma vie à pouvoir continuer à avoir un réseau satisfaisant. Je pouvais aimer telle ou telle chose quand j'avais 40 ans, et puis à 55 ans ou à 60 ans, on le dit, hein, puisque le corps change, puisque nos envies changent, puisque
puisqu'il nous reste encore 25 à 30 ans à vivre, on peut découvrir et essayer et pas avoir peur d'essayer en fait de nouvelles choses pour créer de nouveaux liens. Il y a aussi la famille, hein, puisque, ben, comme on le dit, hein, les enfants, ben, c'est parfois le syndrome du nid vide, hein, les enfants sont partis, heu, il y a une nouvelle relation avec eux qui doit se réinventer, une relation d'adulte à adulte, hein, ça reste les enfants, mais c'est une relation d'adulte à adulte et puis, ben, ces enfants vont eux-mêmes avoir des enfants et donc, bah, c'est aussi un changement qui peut affecter parfois, en fait, nos relations de devenir grands-parents puisque, on est dans une autre position, hein et c'est vrai que cette autre position, parfois, peut être difficile à j'ai envie de dire digérer psychiquement quand on vieillit et à se retrouver effectivement au bon endroit dans la relation et avoir des relations, satisfaisantes. Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que la famille, elle va pas remplacer les liens choisis et faut qu'il est nécessaire de pouvoir avoir le cercle amical, le cercle familial et si on le souhaite, le cercle amoureux. Merci. On peut passer, oui, à la suivante. Alors, je vous laisse poursuivre, Céline, puisque à nouveau, Oui. pas de questions qui remontent à ce C'est stade. enfin, je dois être très très claire, c'est formidable. Alors on va passer, est-ce qu'on va passer en détail aux différentes transitions de vie, hein? Allons-y, on peut passer à la slide suivante. Donc le deuil, on l'a dit. On va voir ensuite les différentes phases de deuil, hein, la perte du partenaire. Ça, c'est le deuil de la personne. Mais on peut aussi se séparer, ce qu'on a dit, et c'est le deuil du couple. Et quel que soit effectivement, que ce soit la personne ou le couple, ce sera le même travail en fait, hein, qui va se mettre en face, ce travail de deuil qui va prendre un certain temps. Et dans la session d'après, on verra aussi comment on peut rebondir après ces phases-là. Les divorces, on l'a dit, une hausse après 60 ans. C'est parfois effectivement pour les certaines personnes, notamment les personnes qui vivent ce divorce, quelque chose de douloureux, mais pour certaines, ça peut être aussi une source de liberté, hein. C'est-à-dire qu'on peut, pour diverses raisons, parfois pour les enfants, être resté en couple jusqu'à la retraite et puis, ben, les enfants ne sont plus là, heu et ben, on décide effectivement de pouvoir aller, vivre, une nouvelle vie, une vie différente parce que pour diverses raisons, hein. Il y a diverses raisons qui font qu'on divorce, hein, parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment, entretenu son couple, hein, les 2 partenaires, parce que, ben, on avait des attentes communes et puis finalement, la vie faisant, on a évolué différemment. Parce que, ben, ce qui nous tenait, c'était effectivement, ben, on était chacun dans notre travail et puis, ben, on voit que se retrouver ensemble, ben, on n'a pas finalement tant de points communs et que, ben, c'est peut-être le moment de se séparer. Il y a plein de raisons qui sont là. Il y a aussi cette transition du nid vide, hein, le départ des enfants, on le disait, et comment on se retrouve face à face. Et puis, ben, cette retraite aussi avec la perte d'identité professionnelle pour certaines personnes qui sont beaucoup investies en fait dans leur travail et pour lesquelles il y avait un rythme bien soutenu de travail avec des liens sociaux importants développés par rapport à leur vie professionnelle. Se retrouver du jour au lendemain sans cela et devoir reconstruire ça, c'est parfois peu évident et ça peut entraîner effectivement, des symptomatologies, dépressives, hein, alors d'ailleurs toutes ces transitions-là, c'est des transitions, pourquoi je les nomme, auxquelles il faut faire attention parce qu'il ne faut pas hésiter si on sent qu'on commence effectivement à déprimer ou à se poser des questions, à aller voir un professionnel, hein, de la santé mentale, un psychologue pour commencer, pour pouvoir poser, sa souffrance quelque part, pouvoir en parler et pouvoir, voir quelles sont les solutions que je peux mettre en œuvre pour aller mieux. On va passer à la slide suivante qui rappelle les différentes phases du deuil. On l'a dit, hein, que ce soit un deuil de la personne parce qu'on se retrouve veuf ou veuve, ou que ce soit un deuil de la relation. La première phase, ben, c'est toujours cette phase de déni. En fait, hein, c'est-à-dire que c'est pas possible. On se dit, ben non, j'y crois pas. Voilà, c'est pas la réalité. Et puis après, bah, il y a cette phase de colère. On demande pourquoi ça m'arrive à moi, hein, c'est pourquoi
qu'est-ce que j'ai fait en fait, qu'est-ce que j'ai fait pour me retrouver seule en fait, hein, qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi. Et puis ensuite il y a cette phrase de marchandage, hein, cette phase de marchandage où on se dit ben si seulement ça avait été autrement, si seulement j'avais fait ceci ou cela peut-être, si seulement le médecin avait vu plus tôt ou enfin et voilà il y a cette phase là. Ces phases-là, elles durent et je le mélange. Ces phases à son rythme, elles sont propres à chacun. Il y a pas de règle, hein. On ne peut pas se dire, ah bah, telle phase va durer un mois, telle phase de 3 mois, telle phase, c'est vraiment propre à chacun. Et puis ensuite, la phase de dépression, on sera triste. Alors, quand je dis dépression, ça ne veut pas dire dépression au sens de maladie, ça veut dire de tristesse profonde, hein, du fait de la prise de conscience et de la perte, hein. Puis après, ben, il va y avoir la phase d'acceptation et la phase de reconstruction possible. La phase de reconstruction possible qui va permettre ben, de se dire, je vais aller vers quelque chose d'autre. Quel est mon choix? Est-ce que ben, je veux d'abord ben, me reconstruire et reconstruire une vie amicale seule? Est-ce que ben, j'ai besoin d'une relation amoureuse de suite? Est-ce que ben, j'en ai le désir ou pas? C'est propre à chacun et cette reconstruction, elle peut passer, comme je l'avais dit, d'abord, ça peut être d'abord tout de suite amoureux et puis après, finalement, ça s'arrête et puis c'est amical et puis on en restera là où j'aurai une nouvelle relation, mais ça peut être d'abord amical et puis peut-être que le désir d'avoir une relation amoureuse va apparaître quelques années plus tard et c'est normal, hein. Il faut vraiment, euh, on le verra, hein, j'en parle plus tard, donc je vais pas en reparler, mais comment on peut rebondir après ces phases de rupture ou de deuil. Passons à la suite. Je vous laisse Donc, poursuivre. ben oui, je vais passer à la vie intime avec les mythes et les réalités dans un premier temps. Je vais quand même parler de ce que j'entends le plus souvent en consultation. Si vous pouvez le passer, effectivement, les mythes les plus fréquents, c'est ceux-là, hein. Les idées reçues, ben, c'est les seniors n'ont plus de désir, hein. C'est des phrases en fait qu'on a entendues ou qui me sont venues en fait de mes patients en consultation, que leur famille ou que leur entourage leur faisait effectivement leur faisait remarquer, hein. Et donc ben, le désir, il évolue, comme on le disait, et il disparaît pas. Euh, il y a souvent, et on l'entend, hein, mais à la ménopause, il n'y a plus de désir. Alors, je pense que et on en parlera après, c'est pas une question de plus avoir de désir. C'est-à-dire que, en fait, les modifications et les symptômes qu'on peut avoir font qu'on se sent moins bien. Et si on se sent moins bien, ben, on se sent moins bien forcément pour une relation intime. Si on se sent moins bien pour une relation intime, ben, c'est pas le fait d'avoir, on aura forcément moins de désir. Mais c'est pas juste ne plus avoir de désir. Le désir, il évolue tout au long de notre âge, comme je vous le disais, et des fois on a plus envie ou moins envie d'avoir des relations intimes. La sexualité s'est terminée après 70 ans. Ben, je vous ai mis le dernier chiffre, hein, 53% des 65-80 ans ont une vie sexuelle active, hein. Les derniers chiffres montraient qu'à 80 ans, il y a encore 15% des hommes et 7 ou 8% des femmes qui ont encore une vie sexuelle active. Et bien sûr qu'on peut avoir une vie sexuelle active, quel que soit notre âge. Peut-être que ce qui change, c'est ce qu'on disait, ce que je disais, hein, c'est sur ce qu'on a en tête quand on parle de sexualité ou de vie sexuelle active, parce que ben, je parlerai des modifications qu'il peut y avoir et que peut-être il faut réussir à se dissocier des représentations qu'on a autour de la sexualité, qui sont des représentations sociales qui sont fortement ancrées pour chacun de nous autour de la pénétration, de l'éjaculation et de l'orgasme, alors que les relations sexuelles, c'est plein d'autres choses, hein, et ça peut être effectivement complètement sans pénétration, ça peut être des moments d'intimité partagés autour de massage, ça peut être plein de choses différentes et pas du tout ce schéma-là qui nous est emprunt par la société. Les problèmes intimes, c'est la fatalité. Non, des solutions existent, elles sont nombreuses, hein, il y a des solutions médicales, des solutions psychologiques, des solutions relationnelles. Je vais vous les détailler un peu plus juste après. Et puis refaire sa vie à 70 ans, c'est insensé. Je vous dis, hein, c'est-à-dire que quand même, il faut quand même se dire qu'à 70 ans, on a encore 10 ou 15, 20 ans de vie.
Donc, c'est plutôt légitime si on en a le souhait et c'est en plus bénéfique pour sa santé. On peut passer à la suite. Alors les changements, c'est les changements physiologiques et pas psychologiques, hein. Je pense que vous l'aurez noté puisqu'on va parler du corps, hein. Chez la femme, effectivement, il y a un moment qui s'appelle la ménopause autour de 50 ans. C'est autour de cet âge-là chez la femme qui est un arrêt de la production en fait des œstrogènes, hein, donc des hormones sexuelles féminines, et notamment des œstrogènes, qui peut entraîner ou pas en fait des symptômes. Là, je vous ai mis les symptômes les plus importants, hein, c'est-à-dire que ce qui est très important, c'est la sécheresse vaginale qui est et associée à ça, les bouffées vasomotrices. Les bouffées vasomotrices, donc les bouffées de chaleur sont le plus importants avec 70, mais la sécheresse vaginale est juste après. Heu, la diminution possible, et on l'a dit, je le disais, hein, de la libido, du désir sexuel, mais qui est plus emprunt en fait au fait que c'est les modifications de mon corps parce que, bah, la ménopause va entraîner aussi, la possibilité de prendre du poids, hein, puisqu'il y a une répartition différente des graisses qui se met en place. Il y a ces choses que j'ai dit, hein, les bouffées vasomotrices, il peut y avoir de l'ostéoporose, il peut y avoir des douleurs, rhumatismales. En fait, on sait aujourd'hui qu'il y a de nombreux symptômes qui ne sont pas encore tous, répertoriés en lien avec la ménopause, et tous ces modifications, bah, ça va avoir un impact sur l'image de moi, donc sur l'amour de moi, donc sur ma capacité à aller vers l'autre pour entrer dans une relation intime. Donc il y a vraiment ça qui est important. Je vous ai mis les solutions. Alors, ce que je dis toujours, la solution la plus simple, c'est dans les relations intimes, après effectivement la ménopause, on utilise forcément du lubrifiant, on ne se pose pas la question en fait, hein. Mais aujourd'hui, il y a différentes solutions qui existent, hein, que ce soit, les traitements hormonaux substitutifs si on n'a pas de contre-indication, puisqu'aujourd'hui les dernières études cliniques montrent qu'il y a un intérêt à prendre ce traitement-là si on a beaucoup d'effets secondaires et qu'il y a pas d'augmentation en fait du risque de cancer du sein. Le risque étant, d'avoir peut-être le cancer un peu plus tôt si on devait l'avoir. C'est ce que disent les études. Après, c'est hors contre-indication, bien sûr. Le traitement aussi hormonal local, on sait que ça fonctionne bien, et on sait que, alors c'est toujours avec l'avis de son médecin qui connaît bien mieux la situation, personnelle de chaque femme, hein. Mais le traitement hormonal local, donc les ovules ou ces choses, les œstrogènes, local, par crème ou par ovule, peuvent largement améliorer la situation, et il y a une infime, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, parce que les études, elles parfois disent qu'il y a une infime partie qui passe la barrière et qui se retrouve dans l'ensemble du corps. Donc c'est très, très limité. Et ensuite, il y a d'autres solutions qui existent aujourd'hui qui sont, la photobiomodulation par LED pour aider effectivement sur la sécheresse vaginale, sur l'atrophie vaginale, sur les fuites urinaires, qui sont des traitements, non invasifs, hein. Il y a les injections d'acide hyaluronique aussi, enfin voilà, il existe plein de choses qui sont peu mises en avant, et puis la première chose, c'est d'aller en parler en fait, hein. C'est de trouver effectivement un sexologue ou un sexothérapeute si on n'est pas à l'aise d'en parler avec son médecin traitant, pour en parler et pour connaître en fait les solutions qui existent. Chez l'homme, il peut y avoir, alors c'est pas systématique, hein, chez l'homme, il n'y a pas d'arrêt de la production de la testostérone, mais il y a une diminution constante, hein, dès l'âge de 30 ans de la testostérone, et chez certains hommes, bah, ça peut être plus important et ça peut entraîner effectivement ce qu'on appelait avant andropause, qui s'appelle maintenant déficit en testostérone, avec, des symptômes qui sont pas loin non plus de ceux de la ménopause, hein, c'est-à-dire qui ressemblent beaucoup d'ailleurs, qui peuvent être la fatigue, qui peuvent être effectivement, on l'a dit, le brouillard mental, la dépression, l'ostéoporose, la prise de poids, la perte de la masse musculaire, enfin voilà, c'est vraiment assez similaire. Heu et le premier symptôme aussi chez l'homme, chez les hommes vieillissants, c'est, le trouble de l'érection avec, 70 des hommes de plus de 70 ans ont un trouble de l'érection. D'où l'idée effectivement, encore une fois, et comme on le disait, d'avoir une sexualité qui est décorrélée de cette sexualité de performance, et de pouvoir effectivement avoir d'autres relations. Il existe des solutions de la même façon, hein. Je pense qu'il est bien de consulter aussi un médecin qui fait de la médecine sexuelle, parce que avoir recours uniquement, à la petite pilule bleue, ça peut être un traitement qui peut être symptomatique
sur le moment et qui va aider et qui a un intérêt. Mais c'est bien aussi de vérifier qu'il n'y a pas d'autres, comme cette baisse de testostérone, qu'il n'y a pas d'autres symptômes qui pourraient être pris en charge et qui permettraient d'aller mieux. On peut passer à la suite si vous voulez, parce que je vois l'heure passer et il faut que j'avance. Les 6 clés d'une vie intime épanouie, donc je vous l'ai dit, hein, la communication, parler, parler entre soi, hein, parler et communiquer. Je vais essayer effectivement d'en reparler après sur la communication efficace, mais c'est important d'avoir de la communication avec son partenaire, hein. L'estime de soi, ben, c'est accepter effectivement son corps qui change, parce que quand on l'accepte, on peut s'y adapter. Si on s'y adapte, on va continuer à avoir une vie épanouie. Si on est dans le deuil, enfin la déception de ne pas être aussi bah, comme avant, comme plus jeune, ça va être compliqué. C'est là où effectivement on peut se sentir moins bien. Ne pas hésiter à consulter un médecin et à prendre soin de soi, un médecin, son médecin traitant. Si son médecin traitant n'est pas à l'aise ou si son médecin traitant n'est pas à l'aise avec ça, parce que quand je dis que c'est tabou pour tout le monde et donc aussi pour les médecins, on peut trouver un médecin sexologue. Il n'y a pas d'âge, hein, pour aller voir un médecin sexologue. On peut se renseigner, lire, participer à des ateliers comme ceux qui vous sont proposés par les caisses de retraite. Et puis, peut-être effectivement, aller vers une sexualité différente qui est plus en lien avec l'intimité émotionnelle, la proximité, le toucher, les caresses, c'est ce genre de pratique et de pouvoir continuer à créer une intimité vraiment émotionnelle dans son couple. On va passer à la suite pour que on puisse avoir un temps de questions. Je vous laisse poursuivre. Ouais, allons-y sur les conseils pratiques de communication. Donc, ce que je propose, moi, quand on est en couple depuis longtemps, c'est je demande toujours au couple, est-ce que vous avez créé chez vous des rendez-vous hebdomadaires? C'est-à-dire qu'une fois par semaine, on se donne rendez-vous dans son couple et on décide à ce moment-là, effectivement, de se dire, ben, il n'y a pas les petits-enfants, il n'y a pas la télé, il n'y a pas le téléphone, il n'y a rien du tout, et on va échanger ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, moi, j'ai des couples, ils me disent, oui, oui, mais si, on parle, hein, il y a des moments, on parle, en fait. euh, Monsieur il est en train de faire la cuisine et madame, elle est en train de faire autre chose. Mais là, on échange. Mais non, on n'échange pas en fait. On ne peut pas échanger comme ça. Pourquoi? Parce que le langage dans le langage, en fait, et dans le langage émotionnel, 70% ça passe par le langage non verbal, donc le langage de notre corps. Donc si on ne se regarde pas lorsqu'on échange, eh ben, on rate une grande partie du message. Hein, 70% c'est le langage non verbal. On va dire que 20% c'est les intonations dans la voix et il n'y a que 10% avec les mots. Donc ce que je conseille souvent, c'est effectivement, on se dit, ben, tel jour à telle heure, peut-être dans un café, on n'est pas obligé de le faire chez soi, peut-être au parc, peut-être lors d'une balade, on se prend un temps où chacun, l'un et l'autre, on peut échanger sur ce qui va dans le couple, ce qui va moins bien, ce dont on aimerait voir l'amélioration, comment on peut faire ensemble. Enfin, c'est vraiment ça qui est important. Et puis l'autre chose, c'est aussi le toucher, hein. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que dans le maintien d'une relation affective, le toucher quotidien, le fait de se prendre la main, de passer sa main dans le dos de son partenaire ou de sa partenaire quand on passe, ou ne serait-ce, ou de s'embrasser, en fait, hein, c'est quelque chose d'important. Moi, je propose, et les gens sont parfois en difficulté, hein, de pouvoir s'embrasser pendant 1 minute. Hein, un baiser prolongé, ne serait-ce qu'une minute, et ben, quand on n'a pas l'habitude, c'est long, 1 minute en fait. Hein. Mais ça permet effectivement de se recentrer sur les sensations qu'on ressent dans son corps en étant en lien physiquement avec son partenaire ou sa partenaire. On peut bien sûr, ben, pour continuer à raviver, chaque soir se dire les 3 choses qu'on a appréciées chez l'autre. Hein, ça, je le fais souvent, le journal de la gratification, où on peut se dire, ah ben aujourd'hui, il y a ça, ça et ça, tu m'as souri quand j'ai dit ça, j'ai trouvé ça agréable, tu as fait ça ou tu as répondu ça quand j'avais ça. Enfin voilà, c'est vraiment important de valoriser, et alors je vais dire valoriser positivement, mais c'est de valoriser effectivement le comportement de l'autre pour renforcer en fait l'amour. Hein. Tout ça, c'est vraiment pour renforcer et puis pour raviver la flamme. Là, je vous dis, on trouve des moments ensemble, mais il faut aussi trouver des moments seuls. Hein. C'est-à-dire que si on est toujours ensemble aussi, ça va être difficile d'avoir des choses à ramener dans son couple et à raconter et à interpeller l'autre. Hein. Donc, il y a des moments
qui sont nécessaires où on est ensemble et on est vraiment ensemble. Et il y a des moments qui sont nécessaires où on n'est pas ensemble pour pouvoir faire notre expérience, pour pouvoir vivre notre temps de solitude choisi, où on est avec soi-même, bien avec soi et avec l'envie du coup d'aller le raconter à l'autre. Ça peut être aussi, alors là j'ai mis, oser la nouveauté, c'est-à-dire qu'on peut aussi dans notre couple, ben, faire de nouvelles expériences comme j'avais dit, hein, c'est-à-dire, le lien on peut aussi le créer ensemble et faire des choses ensemble, on peut le faire aussi chacun de son côté. On peut passer à la suivante. Le non-verbal, je vous l'ai dit, 70 dans le non-verbal. La parole, comment initier la parole, voilà. Il y a pas de «tu», hein, on arrête le «tu», ça c'est la première chose. Quand on commence ces phrases et quand je propose effectivement, le langage dans comment je fais pour faire ces exercices de communication dans un couple qui dure depuis longtemps, parce que c'est pas facile. On choisit des moments, comme on disait, où on se retrouve. Dans ces moments-là, il y en a un qui commence à parler. Celui qui commence à parler, l'autre qui va l'écouter s'engage à ne pas l'interrompre. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, on va dire déjà c'est long 10 minutes, vous verrez si vous commencez les exercices, celui qui parle va parler et va dire: «Ben, j'aimerais qu'on parle de quelque chose, je sens ceci comme ceci, je sens ceci comme cela». On ne fait pas critique, donc on ne dit pas: «Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela». Les phrases commencent toujours par «je». Lorsqu'on a fini, on dit à celui qui écoutait qu'on a fini. Celui qui a écouté va retranscrire en fait le message pour voir s'il a bien compris ce que l'autre lui disait. S'il a bien compris, et ben si c'est OK. S'il n'a pas bien compris, celui qui parlait disait: «Ben, je pense que ce n'est pas ce que je voulais dire» et reprend pour que le message soit bien clair. Et ensuite, on inverse les rôles. Alors, on verra que c'est pas évident parce qu'en fait, notre cerveau fonctionne comme ça, hein, c'est que très souvent, on a, déjà en tête la réponse qu'on va donner à notre interlocuteur avant qu'il finisse et c'est la même chose dans nos relations. Hein, donc c'est vraiment important de prendre ce temps et d'accepter. D'autant plus qu'on a le temps puisque si on a la retraite ou d'accepter de prendre du temps pour notre couple, hein. On peut passer à la suite. On avait dit que je reparlerai de ça, de rebondir effectivement après une rupture ou un deuil. On a vu effectivement la phase 1, déni, choc, colère, tout ça c'est normal. Ensuite va arriver la phase d'acceptation, c'est-à-dire la phase d'acceptation où on va commencer à se dire: «Bon, est-ce que je peux aller dans de nouvelles relations?» Donc oui, je peux aller dans de nouvelles relations. Est-ce que moi, ce qui arrive souvent, c'est que, heu, les gens ont parfois envie de faire des nouvelles activités qu'ils ne faisaient pas en couple ou de voir de nouvelles personnes qu'ils ne voyaient pas auparavant et là, il y a une phase de culpabilité importante alors que il faut expliquer que on était en couple, on était à 2, on avait créé cet univers à 2 et on aimait partager des choses ensemble à 2. Et là, ben, effectivement, on se retrouve seul et c'est normal qu'il y ait de nouvelles envies qui apparaissent et de nouveaux désirs. C'est ça qui vous remet dans la vie. Donc il y a pas à culpabiliser si, je sais pas, hein, je vais prendre un exemple, j'ai envie de faire du vélo maintenant que je suis, divorcée ou que je suis veuf ou veuve, alors qu'avant, ben, je faisais pas de vélo et on faisait pas de vélo dans le couple et qu'on n'en avait pas envie. C'est normal. C'est normal, on a besoin de cette période de reconstruction, on a besoin de se reconstruire en tant qu'individu avec de nouvelles envies, hein. Donc ça, c'est la première chose importante et la deuxième chose, c'est, bah, s'ouvrir si on le souhaite à des nouvelles relations, mais s'ouvrir, avec prudence. Hein, s'ouvrir avec prudence, c'est-à-dire que c'est peut-être bien, effectivement, si on souhaite avoir une relation amoureuse, de le faire peut-être dans des associations, dans des lieux physiques, ou si on le fait, parce qu'aujourd'hui c'est encore beaucoup le cas, hein, dans des applications de rencontres, être au courant de comment fonctionnent les applications de rencontres et savoir effectivement ce qu'on recherche ou ce qu'on ne recherche pas et de pouvoir être accompagné dans ça. Hein, moi, j'en parle beaucoup, notamment aussi avec Aloise Valentine et c'est important. C'est-à-dire que, heu,
les applications de rencontres, elles sont faites aujourd'hui pour que vous restiez le plus longtemps possible en fait sur l'application, hein. Leur modèle économique, c'est qu'on reste le plus longtemps et qu'on puisse du coup pas jamais trouver la bonne personne ou plus difficilement. Parfois, ça arrive et ça peut arriver, mais il faut avoir une certaine rigueur, hein. C'est vraiment un entraînement pour utiliser une application de rencontre, hein. Il y a alors deux, trois tips comme ça, c'est il faut être clair dans sa présentation. Il faut, lorsqu'on commence à échanger avec quelqu'un, échanger pendant un temps limité, hein, et puis rapidement dire, moi je souhaite qu'on puisse se rencontrer en réel pour pouvoir voir effectivement si la personne, il y a une correspondance ou pas. Et puis, au-delà de ça, c'est se dire, est-ce que cette rencontre, elle doit se faire aussi dans un lieu public, hein. Moi, j'encourage toujours les gens en disant, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un, je ne l'invite pas chez moi, en fait, on se donne un rendez-vous dans un lieu public, plutôt en milieu de journée, et puis je préviens quand même mon ami ou ma meilleure amie ou mon meilleur ami confident de cette relation pour se dire, si jamais, on ne sait jamais, s'il se passe quelque chose, au moins tout le monde est au courant. Voilà. Donc, c'est les deux, trois tips que je vous propose. On peut passer à la suivante. Ce que je disais, se donner du temps, hein, après, pour rencontrer quelqu'un après un deuil ou un divorce. Il n'y a pas de calendrier universel du deuil ou de la reconstruction. Se reconnecter à soi avant de se connecter à l'autre. Ce qu'on disait, pouvoir écouter ses désirs, pouvoir essayer de tester ses envies, savoir si on a envie effectivement de vivre avec quelqu'un, de ne pas vivre avec quelqu'un, de est-ce que je veux le voir régulièrement ou pas, et de ne pas avoir peur en fait, hein, de pouvoir annoncer son nouveau mode de vie et la nouvelle façon dont on souhaite vivre la relation. Vigilance aux arnaques sentimentales, hein, je vous ai donné quelques tips aussi sur les applications de rencontres. Accepter la culpabilité, c'est-à-dire qu'au début, on peut se dire: «Ah bah oui, avant», et avoir dans sa tête: «Avant, et pourquoi mon conjoint n'est plus là ou ma conjointe, et avant on faisait ça, peut-être que là je fais ça sans lui ou sans elle, c'est pas très bien». C'est normal d'avoir ces pensées, mais il faut pas s'y accrocher. Comme je vous l'ai dit, hein, aimer à nouveau, c'est pas une trahison, c'est on garde dans son cœur l'être aimé, on garde dans son cœur la relation, on a des souvenirs, personne ne les effacera. Et c'est une relation à côté, c'est une nouvelle place dans notre cœur pour une nouvelle relation, une autre relation avec une personne différente. Et d'ailleurs, j'ajoute, ne pas rechercher, si on souhaite une relation, le clone de notre précédente relation, hein, parce que ça, on ne le trouvera jamais, on sera forcément déçu. C'est vraiment accepter que ce soit une nouvelle relation avec des nouvelles envies, des nouveaux besoins, et pouvoir créer ça. Ouais, puis s'appuyer sur son réseau amical, forcément, sur des groupes de parole comme il peut vous être proposé, et aussi sur des professionnels, hein. On peut avoir une, deux, trois séances avec un sexothérapeute ou avec un coach de vie amoureuse en ligne pour bien se mettre dans une démarche en fait de rencontre et bien être au clair avec ce qu'on souhaite, on souhaite pas, parce que c'est pas forcément évident après de nombreuses années de se remettre en fait dans ce fonctionnement-là. On peut passer. Donc les 2 sujets dont je voulais finir d'aborder, qui sont des sujets qui sont moins peut-être, moins bon, je sais pas, on va dire que c'est plutôt des sujets de santé publique qui sont importants. C'est-à-dire que moi, je tiens à passer en tant que médecin le message que les infections sexuellement transmissibles, elles augmentent chez les plus de 60 ans. Il faut savoir que 20 des nouvelles infections au VIH, sont chez les plus de 50 ans, avec un dépistage tardif. Pourquoi? Parce que, il y a moins d'utilisation du préservatif, parce qu'on se dit: «Ah heu, c'est une personne qui est plus âgée, je peux peut-être plus avoir facilement confiance en lui ou en elle, et puis on n'a plus de risque d'avoir une grossesse». Donc c'est souvent les choses que j'entends, mais il faut l'âge ne protège pas en fait des infections sexuellement transmissibles, hein, et on voit la recrudescence en fait, de la syphilis, du chlamydia, de ces maladies-là chez les seniors. Donc il est important, quand j'ai une relation, j'ai un préservatif qui est la seule protection complète contre les IST. Préservatif masculin, mais préservatif féminin, puisque si le partenaire masculin dit: «Moi, je veux pas mettre de préservatif parce que après mon érection, elle va être moins bien», et il y a le préservatif féminin qui existe. Et puis si c'est pas de préservatif, c'est pas de relation avant un dépistage.
faut savoir aujourd'hui, là, on note le dépistage gratuit en Cégide, donc les centres de dépistage qui existent régulièrement. Mais c'est encore beaucoup plus simple aujourd'hui, hein. Vous allez dans n'importe quel laboratoire de biologie avec votre carte vitale et votre carte mutuelle et vous demandez un dépistage des IST et c'est fait. Alors, c'est pas gratuit puisque c'est remboursé par la sécurité sociale et la mutuelle, mais ça ne vous coûtera rien et il n'y a surtout pas besoin d'ordonnance du médecin, hein. On vous demandera effectivement de remplir un petit questionnaire pour savoir si on vous fait uniquement une prise de sang ou si on fait une prise de sang et puis un prélèvement dans la gorge ou une analyse d'urine en plus. Enfin voilà, c'est différentes choses, mais c'est très facile à faire et il n'y a pas besoin d'aller en parler à son médecin. Donc vraiment, moi, je vous invite dans une nouvelle relation, c'est indispensable, hein. On a forcément ce dépistage, et je dis ça parce que, entre parenthèses, je veux dire que les recommandations internationales disent que même quand on est en couple depuis longtemps, de faire ce dépistage tous les 2 ans, c'est quand même recommandé parce que bah, même si on est en couple, on ne sait pas ce que son partenaire fait un moment ou un autre dans sa vie. Alors on est plutôt dans des couples, si on est dans un couple qui ne partage pas, ben ça pourrait être l'occasion effectivement peut-être de découvrir des choses, mais on n'est jamais à l'abri. Donc on s'occupe de soi-même d'abord, et donc il est important effectivement de faire ce dépistage. On peut passer à la suivante. Les violences conjugales. Hein, les violences conjugales ne s'arrêtent pas avec l'âge. Un chiffre qui est important, il y a à peu près 20% des féminicides qui sont chez les femmes de plus de 70 ans aujourd'hui, hein. C'était le dernier chiffre en 2019, c'est-à-dire que donc une femme sur 5 qui est tuée dans le cadre de violences conjugales a plus de 70 ans, hein. On met en avant, et c'est très bien en fait, les violences conjugales chez les plus jeunes, mais les violences conjugales, elles n'arrêtent pas, d'autant plus qu'il y a quand même un lit, hein, qui peut être facilitateur, j'ai envie de dire, hein, de violences conjugales. On se retrouve tous les deux ensemble, on a peut-être un isolement et moins de relations extérieures. Euh, on peut avoir ou pas des soucis avec l'argent, et si on était une femme, peut-être pas avoir une carrière complète et avoir une dépendance financière. Et puis, ben, va arriver l'âge de la dépendance, c'est-à-dire que euh, l'un ou l'autre va perdre un peu d'autonomie. Donc, je suis à la fois le conjoint ou la conjointe de mon partenaire, mais je suis aussi l'aidant. Et parfois, c'est difficile pour moi, je suis seule. Il peut s'y ajouter un peu de troubles neurocognitifs par-dessus. Donc, il y a vraiment un lit très important de violence conjugale et il faut vraiment, euh, si vous pensez que ben, votre ami est victime, alors j'ai cité le chiffre des femmes, mais il y a aussi des violences conjugales chez les hommes, hein. Si votre ami est victime de violences conjugales, ne pas hésiter à lui en parler, hein, à poser la question et à appeler le 39 19. Ça, c'est le 39 19, il est valable pour quel que soit notre âge, hein. On peut passer à la suivante. Donc, en conclusion, les 5 piliers d'une vie affective: communiquer, je pense que je l'ai assez dit, hein, parler, échanger. Voilà. La deuxième chose, se connecter, continuer à créer du lien. La curiosité va aider. S'aimer soi, hein, s'aimer soi, ça veut dire accepter les modifications de son corps, s'y adapter et continuer à être, ben, à faire ce qu'on aime dans la vie, s'informer, ne pas hésiter à aller demander effectivement des questions si on ne sait pas à son médecin ou à des organismes qui peuvent nous aider. Et si son médecin est en difficulté avec ça, ben, à demander à un sexologue ou à demander en fait à un psychologue. Et puis, eh ben, s'adapter, c'est réinventer, explorer, oser, hein. Ça, c'est répondre aux désirs de la vie et c'est important à tout âge. Je pense que c'en est fini après. Voilà. C'est qu'il n'y a pas de questions idiotes, hein. Il n'y a que seulement les silences qui font mal. Et peut-être si vous n'êtes pas, c'est pas évident pour poser des questions ici, vous avez le site Always Valentine et le contact @Always Valentine pour poser vos questions. Merci Céline pour votre Avec grand plaisir. intervention très complète. Alors effectivement, je pense que
Ça a été assez complet puisqu'il n'y a pas de questions qui remontent. Alors, on laisse encore quelques instants pour les personnes qui souhaiteraient poser des questions afin que vous puissiez y répondre. Sinon, effectivement, si c'est des questions les personnes souhaitent traiter de manière plus individuelle, on les invite à vous contacter directement à votre adresse contact@alwaysvalentine.com. Ouais. On invite aussi donc les différents participants qui le souhaitent et qui souhaiteraient aller plus loin dans le cadre de nos ateliers présentiels à se préinscrire à la thématique retraite et sentiments. Donc je rappelle 4 ateliers à venir sur ce premier semestre à Bray-sur-Somme, à Crécy-en-Ponthieu, à Lille et à Gauchy. Mais bien évidemment, vous pouvez aussi manifester votre intérêt pour participer à cet atelier. En fonction de vos territoires, nous verrons avec les partenaires locaux pour mettre en place ces ateliers au plus près de chez vous. Donc n'hésitez pas à vous manifester, que ce soit via notre site internet. Et si voilà, vous ne savez pas comment faire, vous pouvez tout simplement nous écrire également à l'adresse contact@defi-autonomie-senior.fr. Vous pouvez aussi rejoindre d'autres ateliers sur d'autres thématiques que j'ai présentées en introduction sur notre site internet, vous inscrire à notre newsletter. Et puis, on vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Alors, on a une question qui est arrivée. Pourquoi ne pas avoir cité les centres de santé sexuelle? Alors, j'ai parlé des Cégid, effectivement, qui peuvent accueillir effectivement les personnes pour poser toutes ces questions-là. Après, effectivement, je suis pas, j'ai pas cité spécifiquement dans les Hauts-de-France parce que je suis lyonnaise pour tout vous dire, donc j'ai pas mis d'adresse ou de choses comme ça parce que je ne les connais pas dans les Hauts-de-France. Donc, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez Oui, pas à revenir vers nous et nous pourrons aussi nous renseigner, vous transmettre les informations sur ce qui se passe localement dans notre région. La présentation, elle vous sera envoyée par mail à la suite de l'événement, ainsi qu'un questionnaire de satisfaction. Donc, nous vous invitons aussi à y répondre et à nous faire part aussi de vos remarques, si vous en avez, pour que l'on puisse s'améliorer et éventuellement aussi remonter des éléments complémentaires à Céline pour ses prochaines présentations. exactement, exactement. Et alors, je vais juste, si on est d'accord, dire que on peut aussi, sur le thème plus spécifique en fait de l'intimité sexuelle, suivre gratuitement les applis sexo qu'on a sur Happy Visio, qui peuvent aussi, sur lesquels on peut poser des questions si on souhaite. Voilà. Mais merci à vous. Je vois beaucoup de merci, donc je dis merci à vous aussi d'avoir été présent. Il n'y a pas d'autres questions, donc on va vous souhaiter à toutes et tous une très belle journée. N'hésitez pas donc à revenir vers nous si besoin, et puis nous vous donnons rendez-vous dans nos ateliers et sur nos prochains événements en distanciel. Très bonne journée à toutes et tous et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.